Jared Cannonier survit le premier round et revient donner une leçon d'expérience à Grégory Rodriguez juste après un co-main event magnifiquement bien géré par Youssef Zalal dans le plus gros combat de sa carrière. Tout ça pour clôturer une carte avec quelques chouettes highlights. Bienvenue dans le 6e round. On commence ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, Grégory Rodriguez est venu comme si c'était The Ultimate Fighter, comme s'il n'y avait que 2 rounds. C'est même pas que chaque frappe a été envoyée à 100%, chaque frappe a été envoyée à 120%. Alors c'est très plaisant à regarder, mais c'est un indicateur de fight IQ pas très élevé par contre. Je sais pas, j'y pensais là, tu vois, cet après-midi sur le chemin, et je me disais que en même temps, il l'aurait éteint. Il y en a un qu'on aurait envoyé à la retraite et l'autre qu'on aurait encensé comme pas deux, tu vois. Personne n'aurait dit il était en train de frapper un peu trop fort s'il avait survécu, tu vois. Ouais. Donc maintenant, moi je te rejoins quand même sur le fait que pour moi ça reste une mauvaise stratégie de chercher le finish. Voilà. Clairement, je suis entièrement d'accord. Maintenant, non, c'est pas à ce genre de combattant. Tu fais pas ça à ce genre de combattant, quoi. Mais en fait, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est ton premier main event face à quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le 5 rounds, donc voilà. Et 2, dans ta préparation, tu dois savoir si tu as suffisamment de jus ou pas. Et alors, à la limite, si ta stratégie, c'est je vais tout donner dans les 2 premiers rounds parce que je sais 3, 4, 5, il va les prendre, alors tu dois encore plus donner. Tu dois encore aller plus dans l'exagération. Et quand tu mets un knockdown, tu dois chercher le finish à tout prix derrière. Tu dois pas être à moitié sur la retenue sur certains moments. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'effectivement, comme tu le dis, c'est peut-être un manque de maturité. C'est peut-être... Enfin voilà, ça fait partie de tous ces combats où l'ancien, on va dire, est underdog, où on a un jeune arrivant, un prospect comme ça qui en une fois monte de 10 places dans le classement et puis qui se fait remettre à sa place où il en était, quoi, tu vois. Donc il se brûle les ailes. Donc c'est une bonne expérience pour lui. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais. Parce que dans le premier round, on voit qu'il a sa place en soi. Ce qu'il a proposé dans le premier round, d'un point de vue technique, tu voyais que voilà, les compétences étaient vraiment là, le physique est là pour faire mal dans le top 10. Mais voilà, si tu tiens pas plus, parce que là vraiment c'est même The Ultimate Fighter, il aurait fait égalité, tu vois, parce que dans le deuxième round, il ralentissait déjà beaucoup. Offensivement, son volume a diminué dans le deuxième round. Je trouve que ses esquives étaient plutôt bonnes dans le deuxième round. Mais c'était juste une course contre la montre avant qu'il fatigue complètement. Exactement. En plus, face à un adversaire en Jared Cannonier qui se fait pas éteindre, quoi. Qui se fait toucher, qui vacille, mais il nous a montré qu'il survivait et que s'il était arrêté, il était encore pleinement conscient et encore avec la volonté de combattre, tu vois. Ouais, on savait de Jared Cannonier que malgré son explosivité, son physique, il fatiguait pas sur 25 minutes, qu'il était très dangereux jusqu'au 5e. On avait dit aussi qu'il était difficile à éteindre. Le nombre de combats où il se prend un knockdown et puis il va quand même jusqu'au bout, c'est assez hallucinant. Ouais, il n'est pas difficile à toucher, mais il est difficile à éteindre. Exactement, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Pareil, difficile à mettre enfin pas spécialement difficile à mettre au sol, mais difficile à mettre au sol plus maintenir le contrôle derrière. Et par contre, de l'autre côté, voilà, là, on fait notre petite critique sur Grégory Rodriguez et je pense que personne va contre-argumenter dessus. Je pense que tout le monde avait un peu la même grille de lecture. De l'autre côté, Jared Cannonier, il gère très bien le combat. Il a un premier round très compliqué. C'est pas pour autant qu'il s'est emballé. Je pense qu'il a assez vite repéré dans le deuxième round qu'il allait pouvoir créer une dette d'énergie entre lui et Rodriguez. Et il s'est pas emballé. Il a laissé venir un peu le finish à lui. Et quand bien même il allait pas finaliser, je pense qu'il allait prendre de 2 à 5. Je pense qu'il allait gagner par 49-46. Ah ouais, je pense que à la fin du deuxième round, déjà au niveau des cotes de paris, ça s'était complètement équilibré, je crois.
Ouais, en fait, en, c'est en marrant parce temps que réel. je Et voulais voir les live odds en début de deuxième round en disant si s'il y a un gros écart, je me serais mis sur Cannonier, tu vois. Et en fait, à la Mm. fin du deuxième round, c'était even, c'était moins 115, moins Ouais. 115 qui était affiché. Et donc, ça montrait bien notre ressenti, hein, Mhm. que là, le combat était clairement en train de basculer sur quelque chose d'équilibré si Rodriguez ne revenait pas, et puis bah, sinon, qui allait directement pour Cannonier, ouais, clairement. Ouais. Mais c'est drôle parce que c'est ce dont on avait parlé avant sur l'analyse, hein, on avait vraiment parlé sur cette question d'expérience pour Rodriguez et cette question de synchrone, et je pense que c'était l'élément bien, ouais, le gros élément de ce combat-là, clairement. Ouais, je pense que c'était ça, hein. Les codes de Paris, on avait dit qu'on les aurait compris sur un 3 rounds, mais que sur le 5 rounds, c'était trop sévère et que ça devait se rapprocher. Ouais. Bon, voilà, preuve en est. Même sur 3 rounds, le combat aurait peut-être été abordé de manière différente, mais même si c'était 3 rounds, c'était 29-28 pour Cannonier. Parce que le troisième round, avant que Cannonier le touche, il l'a touché avec un coup de coude, hein, dans le clinch, tu vois, Ouais. à la fin du troisième. Mais ce troisième, jusqu'à ce coup de coude, bon, moi je vous avoue que j'étais un peu plus pour Cannonier sur ce combat-là. Et ben j'étais un peu en panique, tu vois, dans le sens où je me disais purée, ça va être serré, il faut qu'il fasse Ouais. la différence. C'était serré. Ouais. Le troisième était serré, ouais. En 3 rounds, on aurait pu avoir un Rodriguez qui touche mieux, qui se fasse pas toucher avec le coup de coude, tu vois. Et non, effectivement, ça aurait été un combat plus serré, clairement. Ouais. Et c'est vrai, par contre, Rodriguez, dans les éléments positifs pour la suite de sa carrière, parce que on en a rigolé, on en rigole encore, et je vois sur Twitter tout le monde qui en rigole, malgré que ça se voit pas, mais il a 32 ans, il a encore le temps devant lui pour oui, il a que 32 ans. Il a vraiment le temps de se reconstruire, donc c'est une bonne expérience pour lui. Et de ce que j'ai vu, bah, il y a des belles choses, vraiment, il y a des belles choses à retenir dans le jeu de Grégory Rodriguez, parce que même dans la fatigue, même dans le troisième round, les moments où il touche Cannonier, tu te dis, ok, d'autres combattants, ça aurait pu être un nouveau tournant du combat. Il aurait pu reprendre la main mise sur le combat dans le troisième round avec les frappes qu'il a pu envoyer. Ouais. Là, ça pose la question quand t'as les deux combattants de, tu vois, genre, l'âge que t'as sur le papier et l'âge physiologique, tu vois. Où elles en sont tes cellules dans la vie, tu vois. Parce qu'il y en a, ces cellules, elles paraissent plus 40 que 30, tu vois. Mais non, en tout cas, moi, je suis très content. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui étaient pas contents sur ce combat-là, tu vois, qui grognaient sur l'un sur l'autre. Mais après, je me suis rendu compte que c'était pas mal des profils de parieurs, tu vois. Ah. Mais moi, personnellement, j'aime bien ce genre de combat avec un gars qui arrive un petit peu, enfin, un prospect, et puis bah, l'ancien qui vient le remettre un petit peu à sa place, étape par étape, tu vois. Ouais, et un élément qui est chouette, je trouve, c'est aussi, voilà, tu peux gagner avec de l'expérience. Oui, Ça, c'est une preuve où t'as quelqu'un qui a gagné, c'est pas parce qu'il était meilleur en pied-point, c'est pas parce qu'il était meilleur en lutte, c'est pas parce qu'il était meilleur au sol, c'est pas parce qu'il avait une meilleure stratégie, c'est juste, il a fait parler son expérience, et je trouve ça de temps en temps chouette à voir, et là, c'était le cas. Non, c'est sûr. Alors apparemment, sa stratégie à Cannonier, c'est de pas se faire toucher. J'ai bien aimé cette interview où il se dit ben non, je vais jamais à l'entraînement en disant ok, rentrez-moi dedans et puis je vais faire un comeback. C'est vrai que t'entraînes pas spécialement ça. Non. Donc ouais, c'est logique. Son entraînement, à mon avis, maintenant à 41 ans, tu dois commencer un peu à penser à ton après-carrière, même beaucoup. Mais il a commencé à quel âge le MMA, lui? Ouais, c'est il y a longtemps, et il a eu le temps de passer de poids lourd à light heavyweight, de light heavyweight à middleweight. Je vais aller regarder, tiens, son premier combat pro, à quand ça remonte. 2011 amateur, 2011 pro. Il fait 2 combats amateurs en 2011. Il fait ses débuts en pro en 2011. Donc ça fait 14 ans de carrière professionnelle avec un total de 26 combats. Donc 2011, on est en 2025. 14 ans. 41 il a ou 40 41 ans. 40 ans, pardon, 40 ans. En mars 41, il arrive. Il a commencé à 26, 27 ans. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est assez c'est tard. Hein. Ouais. Pour un début de carrière amateur, 26, 27 ans, c'est tard. Enfin, ouais, c'est tard. Vrai. Dans notre grille de lecture, c'est tard, tu vois. Ouais, je dirais qu'à cette époque-là, ça va encore parce que le MMA était relativement jeune. Tu vois, tu parles de 2011, c'était pas encore la révolution du MMA, c'était pas encore mainstream. Je sais que tu en as parlé dernièrement dans un live, mais ça, c'est pareil, d'imaginer que dans 10-15 ans, les gars vont être beaucoup plus
rapide, efficace, ça reste de la spéculation, tu vois. Il Mhm. y a toujours effectivement une montée, une apogée, et puis après, bah, ça se tasse, ça remonte plus des masses, tu vois. Ouais. Surtout qu'après, si on part du principe qu'on va avoir un sport de plus en plus propre, les performances, elles vont stagner, hein. Elles vont J'ai dit pas. dans un live que genre le niveau va augmenter. Ouais, que ça pouvait ne pas être un problème, tu vois, genre, mais que d'ici quelques années, on aurait vraiment des combattants, tu vois ce que je veux dire? Formés en MMA, qui ont Formés en commencé MMA. tôt. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais la formation pour un gars qui a commencé tard, ben, elle reste de 14, 15, 20 ans, tu vois. Ouais, de fait. Et, Ouais. et quelqu'un qui a commencé à 10 ans, il arrive à son prime à 30 ans, ça fait 20 ans de pratique, tu vois. Ouais. Donc, non, moi je pense que Jared, bon, il lui reste quelques années, tu vois. Faut rester honnête. Je pense que clairement, il lui reste quelques années, à moins qu'il remonte peut-être en polo à un moment donné, j'en sais rien, tu vois. Mais là, J'avoue, c'est une question à se poser parce que chez les poids lourds, tu performes un peu plus tard dans ta carrière et dans ton âge. Mais justement, par rapport à Cannonier, on peut en parler. Il l'a dit lui-même, il a un peu coincé dans la division parce qu'il a perdu contre quasi tout le monde devant lui au Ouais, ranking. ouais, Et c'est vrai. moi, mon avis, c'est que de toute façon, maintenant, il est vraiment dans cette catégorie. On le voit pas comme un futur contender. Il a montré ses limites Non. dans le run pour le titre. Comme il vient de le dire, il a perdu sur 4 des 6 gars devant lui. Donc je le vois pas refaire un title run ici. Par contre, c'est un combattant qui est chouette à voir. C'est un gars expérimenté. Pour l'instant, on va le considérer comme gatekeeper top 5, ce qui est quand même une sacrée position à prendre. Pour son prochain combat, moi je le trouve pas coincé. Je pense que ça ferait sens de le mettre contre le vainqueur entre Fluffy et Allen. Oh, ouais. Ouais, clairement, oui. Hein. C'est la chose à faire. Ouais, selon moi. c'est ce qu'il a dit, effectivement, que ça devient vraiment une situation un peu. Lui ne se voit pas comme gatekeeper, mais bon, mon ami, c'est vrai que ça commence à y ressembler, tu vois. Bah ouais. Après, voilà, il est coincé sur cette saison, sur la saison suivante, tu vois, mais on ne sait pas comment ça peut évoluer Bah oui, c'est ça. Admettons que en Fluffy 2 ans. batte Hein. Allen et on fasse Allen contre Cannonier et que Cannonier batte Fluffy, bah t'as pas le choix que de remettre Cannonier dans la discussion du titre. T'as pas le choix de lui dire, ok, bah peut-être une victoire, peut-être 2 victoires et t'es là, tu vois. Mhm. Ouais, voilà. Glover Texera, 42 ans, hein, la ceinture. Dans cette même division, Michael Bisping 39. Mhm. Donc le ouais. truc, c'est toujours pareil. Il y a le classement, il y a l'évolution du classement, et puis il y a une opportunité qui s'ouvre, un last minute. Ouais. Donc, moi, je pense que lui, il doit pas se bloquer là-dessus. Je pense qu'il doit continuer. De toute façon, il a dit aussi dans l'interview que ça restait un combattant. Donc, lui, il est là pour combattre, hein, et on le paye. Il vient pour combattre. C'est tout à son honneur. Donc, je pense qu'il doit, et il l'a montré en tout cas hier soir, il est là pour rester au plus haut niveau. Ouais. Et advienne que pourra, tu vois. Clairement. Mm. Rodriguez, voilà, on a vu que techniquement il avait de quoi offrir, mais il a besoin de prendre en maturité dans son jeu. Donc là, il faut revenir un peu en arrière. Moi, un nom qui me plairait bien contre lui, c'est Chris Curtis. Ah ouais. Ça peut être fun. C'est 2 gars qui sont un peu au même endroit dans leur carrière. Peut-être que Rodriguez a un meilleur potentiel, un meilleur futur. Chris Curtis, on sait un peu à quoi s'attendre maintenant pour la suite pour lui. Bah là, Mais oui, voilà, c'est vraiment un combat de relance, hein. Ou ouais, alors, bah après, Rodriguez, il vient de perdre contre quelqu'un de plus petit que lui avec une meilleure allonge que lui. Chris Curtis, il est plus petit que lui avec une meilleure allonge que lui. Donc on est un peu dans voilà, c'est cette même formulation. Ouais, t'as raison. Voilà, ça permettrait de bien le relancer. Je pense, ouais. On revient discuter du Main Event juste après avoir remercié unibet.fr. J'aimerais prendre un court moment pour remercier notre sponsor principal unibet.fr. C'est grâce à nos sponsors que nous pouvons produire ce contenu et le mettre gratuitement à votre disposition en enlevant les ads sur les différentes plateformes. Unibet.fr est le site qui vous offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Au vu des dangers des jeux d'argent, on vous invite à vous inscrire uniquement si c'est avec une approche ludique et récréative. Budgétez et voyez ça comme une opportunité de vous renseigner davantage sur le sport qui vous passionne. Obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € en passant par notre lien en description lors de votre inscription. Youssef Zalal a dépassé Calvin Kattar de l'extérieur, on va dire ça comme ça. Il s'est rendu difficile à cadrer avec de bons déplacements. Il a mis ses calf kicks, il a mis ses jabs, il a forcé un combat sur son rythme. Il prend le premier et le deuxième round. Puis je sais pas, j'ai lu beaucoup de gens sur Twitter dire qu'il n'a pas été convaincant au troisième ou même qu'il n'a pas été convaincant sur le combat dans son entièreté. Moi, je l'ai trouvé intelligent dans le troisième. Bah, décevant peut-être sur le troisième round pour quelqu'un qui va regarder clairement
deux mecs qui veulent se battre, tu vois. Ouais, mais Après, si alors, tu regardes... ceux qui s'attendent à une guerre entre Zalal et Non, Qatar, pas une ils n'ont guerre, pas tu regardé vois, Zalal avant, tu vois. mais plutôt qui s'attendait à un 30-27 avec un troisième round qui se passe un peu comme le premier et le deuxième round, tu vois. Ouais, Ouais, moi personnellement, j'ai trouvé ça bien, tu vois. voilà. Je me suis pas posé cette question-là, donc j'ai regardé, je trouvais que qu'il se déplaçait super bien, qu'il boxait, il utilisait bien son jab. Je m'attendais à ce que ça aille un peu plus au sol. Lui, c'est plein qu'apparemment ça glissait, mais bon, ça reste voilà. Mais non, il a géré, et puis bah oui, ce troisième round, c'est un peu étonnant. Mais après, voilà, en termes de stratégie, il a juste 2 rounds à prendre. Euh, et c'est ce Mhm. qu'il a fait, et voilà. Bah, en gros, moi j'ai vraiment bien aimé les deux premiers rounds parce que j'ai vu des gens Oui. critiquer clairement le 1 et le 2 et j'ai fait les stats. Hein. Il touche 74 fois sur 15 minutes. Donc il a un volume à 4,99. Il Ouais. touche Qatar 4,99 fois par minute. On est dans la moyenne haute. Hein. Des combats comme ça où tu as 5 frappes qui touchent à la minute, ça reste assez. Bon, on n'est pas super haut, mais on est plus élevé que la moyenne de Zalal et on est dans la moyenne haute de la division. Mm. Euh, il ralentit dans le troisième round, certes, mais bon, en un sens, il prend les deux premiers. Il est face à un Qatar qui est quelqu'un de compétent et qui vient de manière super agressive pour chercher le finish. Il n'y a pas de raison du côté de Zalal de prendre des risques, de prendre des risques démesurés. En, Il l'a en pour fait, gagner. ouais. En fait, on a 2 scénarios entre guillemets similaires au début entre Cannonier et Rodriguez, et puis sur ce combat, on a 2 prospects qui viennent Voilà. affronter 2 très expérimentés. Alors effectivement, Rodriguez nous a offert un combat plutôt sympathique à regarder avec un énorme comeback de Cannonier parce Mhm. que il n'a pas eu l'intelligence de gérer ni son cardio ni quoi que ce soit, tu vois. Ouais. Et donc maintenant, on se pose la question, on se dit ouais, bah il est fight IQ, game plan, c'est pas terrible, son avenir, il va falloir un petit peu de temps Ouais. avant de se repositionner correctement, il va falloir plus de boulot. Et effectivement, de l'autre côté, on a un Zalal qui fait aussi un combat comme un event, tu vois, face à un très expérimenté. Et effectivement, peut-être que pour les fans un petit peu d'action et tout, ça manquait, mais en tout cas pour son avenir, c'est beaucoup plus convaincant, tu vois, pour Exactement. le Ouais. voir bientôt dans le top, tu vois. Enfin, moi, déjà sur ces derniers combats, je me disais que c'est un gars qu'on verrait dans le top 5 dans les prochaines années qui viendra. Ouais. Là, ça confirme que malgré la pression, malgré les attentes du public, de l'UFC aussi, j'imagine, tu vois, parce que je pense que l'UFC, c'est pas trop le genre de combat qu'ils apprécient. Il est resté parfaitement concentré sur le plan sportif et il sait qu'une victoire, même ennuyante pour certains, c'est une victoire et ça va le faire gravir et monter les échelons. Ne prendre aucun risque parce qu'on a vu aussi un des prospects se casser les dents sur Qatar, tu vois. Ah ouais, bah oui, en fait, c'est ça le truc, c'est à quoi s'attendaient les gens à ce que il fasse un combat comme Shane Burgers, comme Ouais. Giga Nchikadze, Josh Emmett enfin, c'est une split Mhm. controversée. Je veux dire, tous ceux qui sont allés à la guerre contre Qatar, il y en a que Ouais. un qui est sorti là haut la main, c'est Max Holloway. Mhm. Tous les autres ont au moins galéré et la plupart ont perdu dans ce cas de figure. Donc Tout à ici, tu as fait. Sterling qui venait de le battre grâce à sa lutte et c'était Mhm. pas le combat le plus palpitant. Et ici, on a Youssef Zalal. Moi, franchement, j'ai apprécié. Hein. C'est pas le combat que j'ai Ouais. regardé tous les soirs, ça c'est sûr. Non. Mais sur le point de vue gestion de combat, déplacement, il faut pas oublier que c'est l'Apex aussi. On est dans la petite cage. Donc empêcher ton adversaire de te cadrer dans la petite cage, ça montre quand même une grosse qualité de déplacement. Mhm. Si on prend la boxe anglaise, dans le scoring, la défense est considérée. Ici, pas en MMA, certes, mais je trouve que même dans le troisième round, le système défensif de Youssef Zalal était intéressant à analyser par rapport à son objectif de survie, en fait. Non, moi, j'ai vraiment bien apprécié. J'ai vraiment bien apprécié. Et comme je le disais avant le combat, j'étais fan de Qatar. Je commence à devenir fan de Youssef Zalal. Et cette performance m'a convaincu que Ah ouais. il faut garder un œil sur lui ouais, au classement Fight Minds, il passe 9e, je pense. À l'UFC, je pense qu'il va peut-être passer 12, quelque chose comme ça. Ouais. Donc ça va être intéressant de le suivre pour la suite. Écoute, moi je trouve que c'était une très belle leçon, en tout cas pour vraiment les fans de stratégie et de combat. Ouais. Samedi, à la fin de l'entraînement, il y a un de mes élèves qui m'a posé la question, comment ne pas se faire cadrer en MMA? Je pense que ce combat-là, c'est vraiment, ça pourrait être un combat de référence, quoi.
Ouais. Parce que je vois qu'il y a des gens qui disent il a fui le combat. Mais en fait, fuir le combat, pour moi, c'est un moment où tu tournes le dos. Il n'a pas une fois tourné le dos. Il était toujours face à Kattar. C'est juste des bons déplacements. Ce qui lui a peut-être manqué sur le 3e round, mais voilà, si on va légèrement critiquer, c'est de pouvoir, tu vois, sortir, esquiver, sortir, et puis de temps en temps frapper, tu vois. Ouais. Montrer quand même un léger schéma offensif qui a clairement manqué. Parce que on le voit qu'il se déplace très bien défensivement, mais pour pouvoir passer dans l'offensive, il a besoin de se remettre un petit peu dans une garde classique. Ouais. Boxe-taille. Il va se poser 2 pieds au sol et il va se replacer. Alors qu'on a des combattants qui sont capables de se déplacer en pas chassé. D'ailleurs, il y en a un qui en a fait un très beau pas chassé pour contrer, tu vois. On va en parler après. Mais de pouvoir se déplacer droite, gauche, l'autre te suit et tu le frappes et tu repars, tu vois. Ouais. Et ça, c'est peut-être ce qui a manqué. Et moi, en tout cas, quand j'ai regardé le combat, ce 3e round, bah voilà, quand je regardais ça, j'étais avec mon fils, je dis, ouais, c'est dommage qu'il cherche pas à contrer de temps en temps, frapper, ça manque un petit peu. Ouais. Après, je pense que de base, c'est pas spécial. Comme Kattar, en fait, c'est pas spécialement un contreur, c'est plus quelqu'un qui est fort quand il engage l'action. Mais ça peut aller, enfin, ça peut montrer un facteur limitant. Tu vois, quand on regarde Kattar, en fait, le jeu de Kattar, tu te dis, c'est un striker. Mais là, il a pas pu imposer son striking. Et la plupart de ses défaites, c'est soit quelqu'un qui arrive à vraiment le mettre sur son dos, ce qui est compliqué, certes, mais c'est un chemin de victoire, soit quelqu'un qui arrive à le surclasser en pied-point. Donc, quand tu as le profil Kattar, qui est juste un distance striker, tu as intérêt à être le numéro 1 de ta division si tu fais performer à haut niveau. Et donc là, clairement, Kattar, il est pas le numéro 1 en pied-point dans sa division. Et en plus de ça, il y a vraiment une route vers la victoire contre les bons lutteurs. Donc, pour lui, la suite de sa carrière, c'est très compliqué. Mais voilà, il faut pas oublier que Zalal, à la base, moi et toi, on s'est dit, ok, profil complet, mais plutôt grappleur. Ouais. Il vient de battre en pied-point un striker. C'est un nouveau bon indicateur, selon moi. Tout à fait. Pour la suite, moi, j'aurais bien aimé le voir contre Liron Murphy. Maintenant, Liron Murphy vient d'être annoncé contre Josh Emmett. Il a fait un call-out contre Brian Ortega. Ça fait de nouveau un gros step-up. Je sais pas, ça me motive pas autant. Maintenant... Là, attends, Brian Ortega, il monte en plus. Il allait pas en lightweight, Brian Ortega. Alors là... Il me semble qu'il avait dit qu'il allait en lightweight. Ça me dit rien comme ça. Peut-être, mais là, comme ça me dit rien. Je crois qu'un très bon test pour Youssef Zalal, ce serait Sterling. Oh. Moi, je trouve ça un peu tôt quand même. Il vient de battre le 10 et Sterling, il est 9. En termes de ranking, en tout cas. Ouais, sur le ranking, mais faut rester honnête. Il est Sterling, pour moi, il est en train de prendre ses marques à 66 et je pense qu'il va être dans le top 5 bientôt. Ouais. Après, dans les dispos, Giga Chikadze, c'est 12, Bryce Mitchell, c'est 13, Danny Gay, c'est le test ultime classique pour assurer que tu es bien dans le top 15. Ouais. Ouais, Bryce Mitchell, je trouve ça bien. Danny Gay, oui, c'est un bon test. Moi, je trouve que ça va pas le faire trop avancer, quoi. Non, c'est ça. En fait, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est un main event avec Youssef Zalal. Parce que là, il y a des gens qui disent le 3e round décevant et qui pensent qu'il fatiguait dans le 3e round. Pour moi, il peut... Ouais, c'est pour ça que j'aimais bien Liron Murphy, parce que tu fais Murphy contre Zalal en main event, ça, dans Petit Fight Night, ça fait encore sens. Mais... Quoique, il n'y a pas de name value sur aucun des deux. Moi, je pense que sinon, il doit taper assez haut. Tu vois, un Yair Rodriguez, je pense que son call-out n'est pas déconnant. Rodriguez contre Allen, ils s'affrontent. Mais bon, ça veut dire qu'il faut attendre. Là, il a été actif, 4 victoires sur 11 mois quand même. C'est un peu bloqué. En fait, est-ce que tu veux... Rodriguez-Allen? Il me semble, hein. Non, il n'y a rien. Attends. Arnold, Allen, pas de rumeur. Topologie. Non, parce que moi j'ai fait un tweet il y a pas longtemps là. Ah ben non. Ah ben voilà, je me suis fait induire en erreur sur Twitter. Parce que moi mon tweet c'était à défaut d'avoir Liron Murphy, j'aimerais bien le voir contre Allen. Et quelqu'un m'a dit Allen contre Rodriguez c'est prévu. J'étais là, mince. Non ben alors Allen, d'office Allen. Et ça c'est un main event. Ouais. Zalal contre Allen. Ouais, contre Rodriguez, moi j'aime bien. Ouais. Ou contre Rodriguez. Ah, j'avoue. Ouais. Peu importe, mais je peux le voir monter un peu plus rapidement. J'avais parlé de José Delgado comme un prospect à suivre.
là, pour moi, c'est validé. Hein. Pour moi, c'est validé. Alors, d'un côté, certes, il a été un peu précipité au début. Il se fait un peu prendre le dos. Mais en dehors de ça, de manière générale, très bonne gestion du combat. Très bon check hook. Et le finish est absolument splendide. Je ne sais pas ce que tu as pensé du finish, mais je l'ai vraiment apprécié du début, du knockdown, jusqu'à l'arrêt de l'arbitre. Ouais, bah écoute, le knockdown, moi j'aime vraiment bien cette technique-là. Donc c'est la fin de jab, tu vois, au corps, mais c'est pas réellement au corps. Nous, quand on la bosse, c'est vraiment, tu viens viser au niveau de l'aisselle, en fait. C'est vraiment, tu viens frapper au niveau de l'aisselle, l'armpit, pour faire descendre la garde, tu vois, pour ton bras il se refaire. Et je l'avais apprise au SBG avec les coachs de boxe anglais. Je comprenais pas trop le principe de taper dans l'aisselle, mais... Dans l'aisselle, L apostrophe, hein, parce que taper dans les espace selle, non, ça non. Mais je l'utilise, je la prends, et là, je trouve qu'elle est passée de manière assez incroyable. Ouais. Tout en finesse, et puis bah oui, le suivi est nickel, et ça aussi, hein, c'est des choses que peut-être on bosse pas assez, tu vois. Les combattants ne bossent pas assez, les finishes, comment se placer, comment prendre les positions pour terminer. Souvent, c'est je l'ai touché, et puis tu suis, et des fois, tu perds ta position, tu fais les mauvais choix, et c'est vrai que là, il a parfaitement suivi. Il aurait pu rusher à vouloir frapper, comme tu l'as dit, son passage de garde, il prend le temps de le faire parce qu'il sait qu'il y aura une bonne position. C'est très très bon. Ouais, ça fait preuve de sang-froid parce que, comme tu dis, souvent l'adrénaline elle prend le dessus et tu commences à vouloir envoyer des coudes de la demi-garde, et puis c'est trop court, et puis le gars récupère et il arrive à prendre ta nuque et à te conserver. Là, il a essayé de frapper, ça a mis le gars dans une situation défensive, il pensait plus du tout à son genou qui bloquait vers la monte. Hop, il appuie sur le genou, il se place en monte, il vient finaliser de la monte. Je trouvais ça franchement très très propre. Très très propre. C'est vraiment un highlight de finish. Et puis voilà, José Delgado, comme je le disais, je pense que l'UFC voulait un peu le mettre en avant ici. Il était très favori dans ce combat. Il prouve pourquoi il était grand favori dans ce combat, et j'ai hâte de voir la suite. Alors, je vais pas faire des plans sur la comète, mais j'ai hâte de voir son prochain combat, vraiment. On passe au reste de la carte, tout ce qui nous a plu sur le reste de la carte après avoir bu un petit coup. Nous sommes fiers d'être ambassadeurs de la marque Oko Europe. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. Cette gourde vous permet d'avoir accès à de l'eau de qualité à portée de main, et même lors de vos voyages. La gourde de 650 ml est à 63 €, celle de 1 litre est à 69 €. Dans les deux cas, vous avez un filtre offert de 400 litres. Votre litre d'eau est donc à 17 centimes. Et oui, ça vous fera faire de sacrées économies, surtout sur le long terme. Une fois la gourde amortie, vos filtres pour 400 litres sont à 30 €, soit 7 centimes le litre. Et grâce à notre affiliation, vous avez encore 10% de réduction sur votre première commande avec le code FMOCO. Moins cher, moins de déchets, plus de facilité, plus sain. Rendez-vous en description pour le lien vers le site Oko Europe. Soutenez notre chaîne tout en mettant une priorité sur votre santé et celle de vos proches. Ok, tu parlais de... mince, c'est quoi le terme que tu as utilisé? Contrer après avoir shifté? C'est shift que tu as utilisé? Sur un pas chassé en arrière. Pas chassé, voilà. Ouais. On doit parler de Shahbazyan. Ouais. Ça fait plaisir, tu vois, ce genre de combinaison où tu viens en pas chassé, reculer, absorber et envoyer la droite. C'était magnifique, c'était violent. Ouais. Et... C'est de nouveau pas cette année qu'on aura comme Fight Mind Awards la technique, le double jab, parce que c'est sur un double jab qui vient le placer. Oh là là, ouais. C'est vrai, hein. Ouais, c'était beau. Non, beau. ça fait plaisir. Nous, là, tu vois, ça faisait partie d'un des thèmes qu'on bossait depuis 2-3 semaines, là, les mardis sur le temps de la technique. Donc de faire des pas chassés, et sur le deuxième pas chassé, envoyer la droite, tu vois. Ok, c'est exactement ça. C'est des compétences qui me semblent, enfin, des basiques à avoir, parce que c'est tellement efficace, quoi, et pas si compliqué, en fait. Enfin, tu vois, ça reste du drill. Voilà, un petit peu. Je sais pas moi comment on appelle ça. En fait, le drill est simple. L'application en combat est peut-être un tout petit peu plus compliquée, parce que ça demande vraiment un très bon timing, une bonne précision dans les déplacements, une bonne lecture du jeu. Mais ne fût-ce que le déplacement, il est facile en soi. Le déplacement pour contrer derrière, ça demande quand même un peu plus de drill en situation réelle. Ben en fait, la plupart du temps, tu fais ce pas chassé plutôt pour désengager, tu vois.
Ouais. Et puis en fait, quand tu désengages et que tu vois le point qui reste là, bah, t'as juste à lancer ta droite, tu vois. Si tu vas effectivement intentionnellement, tu dis, ah tiens, dès qu'il envoie, je vais partir. Alors là, oublie, ça va jamais Ouais, c'est ça, c'est un déplacement d'opportuniste en fait. Ton objectif numéro 1, c'est je désengage de l'action en sortant de l'axe sur le côté fermé. Donc là, c'est en garde fermée, droitier contre droitier, tu sors du côté plus à gauche de la gauche de ton adversaire. Et effectivement, si la distance est là et que l'ouverture est là, tu balances ta droite. Alors là, il y a une probabilité quand même que Edmond Chabazian l'avait prévu, hein, parce que il a dit à son coach un truc du genre, tu m'avais dit, ou je sais plus quoi, tu vois. Ah, ouais, peut-être. Donc je pense qu'ils avaient prévu quand même d'absorber pour frapper. Mais en tout cas, si vous n'avez pas eu ce KO-là, c'est magnifique, c'est un KO d'école, on va appeler ça comme ça, même si c'est relativement rare, mais ça devrait être un KO d'école, tu vois. Ouais. Et vraiment, vraiment bien. Bon, rien de particulier après sur le combat, mais en tout cas, ce finish-là, pour moi, il a régalé, quoi. Ouais, il est rapide. Je crois que le truc, c'est Chabazian, il a le niveau UFC. Son adversaire, j'étais beaucoup moins convaincu. C'est pour ça que je m'étais positionné sur Chabazian en combi, en plus. Voilà, son adversaire, maintenant, il a 0-3 à l'UFC, en fait. Il est rentré par le Contender Series. Et là, il est à 0-3 à l'UFC en se faisant finaliser 2 fois, notamment. Donc, t'avais mis sur qui, toi? Sur Chabazian et... J'avais fait un combi sur Chabazian et Delgado, ouais. Ah, bien vu. Ouais, par contre, j'ai perdu mes plumes sur Vieira. J'avais mis un 5e d'unité sur Qatar aussi. Donc, je pense que je finis légèrement en négatif. Par contre, toi, t'as fait une belle soirée. Ouais, bah, j'ai parié sur personne. Moi, j'ai parié sur le temps. J'ai mis décision Zalal, c'est passé, et j'arrête plus de 1,5 ou plus de 2,5. Plus de 1,5 et c'est passé. Ouais. Et c'est passé, elle était bien, plus de 1,5. Mais ouais, en fait, bon. j'ai pas fait gaffe parce que ce sur quoi tu t'es positionné, parce que là, je t'aurais bien tail. Pendant que je regardais le combat, j'avais carrément oublié que t'avais mis sur ça, et j'étais là, mais en fait, pourquoi j'ai pas mis plus que 2,5 sur ce combat? Ça me paraissait logique, tu vois. Après, je me suis dit, c'est parce que la cote était pas intéressante, probablement. C'est ça? Ouais, premier round. C'était comme ça. Après, deuxième, je tire purée, mais 1,5, c'est pas 1 minute et demie, c'est un round et demi, donc il faut encore la moitié du round, là. Mais ouais. Non, ça c'était pas mal. T'as regardé quoi d'autre? T'as regardé Bonfim Salikov? Ouais, bah franchement, très beau, hein. Moi, je trouve que c'est chaud pour Bonfim parce qu'il a vraiment un bon niveau. Je trouve Ismail Bonfim. Et alors, le Q-mark kick, on peut le regarder au ralenti plein de fois. Il est splendide. Il est vraiment splendide. Ouais. Et ouais, tu peux perdre enfin, être mal dans un premier round. Il suffit d'une technique, il suffit d'une arme pour changer le cours du combat. À la fin du premier round, tu donnes le round à qui? J'ai pas scoré plus que ça. Moi, je pense que enfin, tu vois, si ça allait à la décision, mais je pense que Sadikov le vole grâce à ça. C'est pour dire que Bonfim était vraiment bien dans ce combat. Ah oui, d'accord. Non. Ouais, Sadikov était, Bonfim, il menait bien la cadence dans les 4 premières minutes. Et puis, il y a ce kick. Et ce qui suit le kick, tu vois tellement la douleur que pour moi, ça lui permet de voler le round. C'est un bête détail, quoi. Mais... Ouais, avec le kick, ouais, je le voyais pour Sadikov, tu vois. Ouais. Techniquement propre. Et en plus, après, il est intelligent, tu vois. Il sent qu'il a mal. Et donc, au clinch, tu vois, il vient positionner sa tête sur la blessure. Puis, il met sa tête en dessous du menton. Il vient mettre des petites frappes comme ça. J'ai trouvé ça... Par contre, je me pose la question de 2 choses. Première chose, c'est est-ce qu'il n'est pas essentiel pour les Brésiliens de parfaitement parler anglais, tu vois? Parce que t'as l'impression qu'ils ils se comprennent pas, comme avec comment il s'appelle le Brésilien là, tu sais, qui avait dit on est dans le désert ou je sais pas quoi là. Ah, Johnny Walker. Ouais. Il avait été arrêté. Ouais, le combat a été arrêté, ouais. Et parce qu'il dit, mais il comprend rien, ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais, et là, c'est un peu la même chose. Il dit, yes, genre, est-ce que tu peux pas voir? Non, est-ce que tu peux voir? Yes. Et après, il lui dit, mais pourtant, t'as dit que tu pouvais pas voir. Yes. Ou un truc dans le genre, tu vois. J'ai pas suivi, j'ai regardé sans le son, donc j'étais là, je suis ok, il y a une conversation, et puis la nana, c'était une nana, hein? C'était une nana, la médecin, quoi. Non, il y avait plusieurs, je pensais plusieurs personnes, tu vois, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression que tu avais une sorte d'incompréhension. Parce que, est-ce qu'il était 100% à ne plus voir, tu vois? J'avais l'impression, moi, qu'il voulait continuer le combat, tu vois? Ouais.
il râle, hein, en tout cas, au moment de l'annonce, il se jette par terre, je pense. Ouais, donc c'est un peu étrange. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'incompréhension. S'il n'y a pas eu d'incompréhension, bah, la question, elle est de savoir tu vois, sur le mental aussi, des fois. Je me pose la question avec lui. Si c'est pas une question d'incompréhension, alors j'ai des questions sur son mental. Tu vois. Là, en l'occurrence, je pense que c'était incompréhension. Ouais, j'ai eu l'impression, ouais. Ouais. Alors, si c'est incompréhension, je pense qu'il va falloir soit que l'UFC ait des traducteurs, tu vois, ou soit que les combattants apprennent, ouais. Ouais, faut vraiment apprendre, ou si tu veux pas te faire arrêter, voilà, I'm good, tu dis, tu vois, je sais pas, il faut, parce que là... Non, mais c'est bête parce que ce sont des cas rares, mais ce sont des cas importants. C'est vrai qu'à un moment dans ta carrière, tu vas peut-être devoir être contraint d'avoir une interaction avec un médecin qui peut définir si le combat est arrêté ou non. Ouais. Et si tu n'arrives pas à comprendre le médecin, il va pas être là avec Google Translate devant toi, tu vois. Il faut qu'il y ait une communication assez directe. Et normalement, dans ce cas de figure, le coin ne peut pas communiquer avec son coach non plus. Donc, tu peux pas avoir quelqu'un de ton coin qui traduit pour toi. Donc, c'est un peu... Ouais, c'est vrai, ça paraît bête, mais c'est une situation complexe. Et chaque athlète devrait avoir des notions d'anglais. Ah, je pense. Hein. Ouais. Je pense clairement. Ouais, au-delà de les podcasts qu'on a fait avec John pour mettre en avant à quel point l'anglais pouvait t'aider dans ta carrière parce que ça te permet de communiquer au monde entier. Là, on a un cas beaucoup plus précis où un de tes combats peut être arrêté par manque de compréhension de l'anglais. En tout cas, avec Johnny Walker, c'était vraiment ça. Ou alors, Johnny Walker, je sais même pas si c'est parce qu'il parle mal anglais ou parce qu'il est tellement comédien qu'il voulait faire une blague au médecin. Parce qu'en soi, le combat était à Abu Dhabi. Oui. Dans le désert, tu vois, c'est pas faux en soi. Non, mais il demandait genre de se repérer ou la date. Ouais, mais c'est ça, il y a eu un coup illégal, un genou quand il était au sol, un truc comme ça. Donc il voulait s'assurer qu'il connaissait la date et le lieu. Et le lieu, c'est pas une mauvaise réponse. On s'attendait plus à Abu Dhabi ou le nom de la reine. Et lui, il a dit dans le désert. Est-ce que c'était une blague? Non, on n'est pas dans le désert, on est dans une salle. Il a compris ça, il a dit il doit avoir une oasis. Ouais. Non, mais c'est possible, hein. C'est possible que ça peut jouer des tours. Il y a pas que dans ces moments-là. Il y a aussi sur les quand l'arbitre va t'interpeller pour une faute en combat, ouais, c'est clair. Une saisie de comment on appelle ça de la cage, par exemple. Ouais. C'est déjà arrivé d'avoir des arbitres qui allaient parler, je vous rappelle, sur des combats face à des Italiens, je pense, au Cage Warriors, où il dit non. Attends, il y avait un combat comme ça. Alors, je sais plus contre qui c'était, mais en tout cas, voilà, pays latin qui parlait pas forcément très très bien anglais, et il est parti voir le coin en disant traduisez-le, dites à votre athlète de faire attention aux fautes, sinon je vais le disqualifier. Il y avait eu un combat comme ça. C'est pas Yovin contre Chris Edwards? Potentiellement, parce que lui, il en faisait des conneries. Mais il y a eu aussi le Polonais aussi qui faisait beaucoup. Contre Jack Cartwright. Ouais. Miller, là. Ouais. Mais il prend pas la ceinture à cause de ça. Hein? Il ne prend pas la ceinture à cause de ça. Oh, je me rappelle plus, mais bon, en tout cas, voilà, c'est des fautes, des erreurs, avec un arbitre qui essaye de prévenir, d'arrêter, le gars qui comprend pas. Et oui, ça peut poser des gros problèmes. Ouais, encore une fois, c'est dans le détail. Tu vois, toi, t'es dans le feu de l'action dans ton combat en tant qu'athlète. T'as l'arbitre qui te parle dans une langue que tu comprends pas, ça va te sortir du combat. Et de temps en temps, les arbitres, ils te parlent pendant l'action. Genre, les doigts vers les yeux, tu vois. Il te dit, mais ferme ton poing ou mets tes doigts vers le haut. Il te dit ça, tu le comprends pas, mais il te regarde. C'est un élément perturbateur sur un moment clé, potentiellement clé du combat. Et ça peut arriver. Ça peut arriver. J'ai pas vu ça jusqu'à aujourd'hui, mais ça pourrait arriver dans un futur proche ou moins proche, qu'un arbitre s'adresse à un combattant, que le combattant ne comprend pas, il regarde l'arbitre et il se fasse connecter à ce moment-là. C'est une situation totalement possible, juste parce que tu parles pas anglais. Mais là, je pense que sur la situation, il y avait des points de pénalité qui avaient été distribués. En plus, un point, en tout cas. Donc, on a déjà des preuves et on peut imaginer des situations facilement où le fait de parler anglais peut t'aider ou vraiment te ralentir dans ta carrière, et pas uniquement sur la communication, vraiment sur ce qui se passe dans la cage. Tout à fait. Il y a quelque chose d'autre qui sortait du lot selon toi sur cette carte? Le frère Bonfim, je sais pas. C'était un last minute, son adversaire, non?
contre Chaos Williams. Williams, je sais même pas. Gabriel Bonfim, il n'était pas prévu contre quelqu'un d'autre à la base? Je vais regarder, tiens. Moi, j'ai l'impression que le combat était prévu depuis un petit temps, mais c'est pas la carte qu'on attendait depuis super longtemps. Donc, effectivement, il devait combattre contre Fakhretdinov. Ah ouais. Ouais, par contre, je sais pas. Écoute, combat, non, sur les autres combats, moi je vous ai dit, moi j'allais regarder le Vince Morales avec qui je m'étais entraîné au Japon. Ouais. Un petit peu dommage, c'était un combat relativement serré, il revient bien, il perd ce 3e round, mais dommage, c'était dommage. Il a manqué, il aurait dû aller plus au sol ou des trucs comme ça, tu vois. Mais sinon, sur la carte, il n'y a pas eu d'autres combats qui m'a plus marqué que ça, tu vois. Il y a juste le poids lourd là qui 2 heel hooks d'affilée dans sa carrière, Walter Walker. Ouais, c'est ça. 2 heel hooks d'affilée. C'est à mon avis, c'est le premier qui fait ça à l'UFC, non? Peut-être Palares. Rousimar Palares a peut-être claqué ça. Il était en poids lourd, lui? Non, mais je veux dire. Ah oui, d'accord. Juste mettre 2 heel hooks d'affilée, c'est pas la soumission la plus classique non, clairement, hein. à l'UFC. Donc le seul qu'il a peut-être fait dans sa carrière, c'est notre ami Rousimar, sauf que lui, il les a pas lâchés, quoi. il les tient encore maintenant. C'est clair. Ce petit bâtard. Non, voilà, pour le reste, je pense qu'on a discuté vraiment de ce qui sortait du lot sur cette carte. Ouais, je viens de regarder. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'à maintenant. Brian, oui, pour ceux qui sont encore connectés, ton combat est malheureusement annulé. Oui, ouais. Donc voilà. Heureusement, on n'avait pas encore partagé les liens pour acheter les places, mais on a une discussion à avoir juste maintenant. Voilà. Écoute, le combat a été annulé, c'était quand? Mercredi dernier, je crois. Donc, l'Espagnol que je devais affronter a annulé pour des raisons de santé, et puis ça a laissé à l'équipe du Rising Star, et puis à toi, parce que tu as aidé aussi, merci d'ailleurs, que 3-4 jours pour tenter trouver un remplaçant, et voilà. On était partis du principe tous les deux qu'on n'allait pas prendre un remplaçant juste pour prendre un remplaçant, parce qu'effectivement on a proposé des 0-2, des 2-6, des 0 machin, etc. Mais bon, c'est pour prendre... Enfin voilà, j'ai pas que ça à faire, quoi, entre guillemets, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc combat annulé. Moi j'y serai parce que j'ai deux gars qui combattent quand même sur la carte. Et puis on va voir pour la suite. On va peut-être dans ce cas-là partager quelques petites vidéos des entraînements sur Instagram. Je partagerai 2-3 petits trucs. Bien dommage, parce que je pense que j'étais bien prêt, tu vois. Franchement, j'avais pas de... Ouais, tout. Cardio, physiquement, le poids était bien descendu, la force physique, tout était nickel. Cardio, franchement, j'ai aucun problème d'asthme. Ça fait 1 ou 2 ans que j'ai réglé ce truc-là, franchement, ça change beaucoup. Mais voilà, bon c'est comme ça, on va voir, on verra si l'occasion se représente cette année. Mais sinon, on va se concentrer sur les autres, hein. Sur les autres projets, ouais. On raccroche et on en parle, les amis. Merci à tous. Et juste pour info, parce que je regardais en parallèle, Rousimar Palares a bien placé 2 heel hooks consécutifs, et bien plus que ça dans sa carrière à l'UFC. Mais voilà, à l'UFC, il en a placé 2 sur 2 combats de suite. Je vous dis pas les noms parce qu'il y en a un des deux je sais pas prononcer, mais c'était en 2009, quoi. Donc les amis, merci, ciao. Ciao tout le monde.